Jusqu'au premier millénaire, l'histoire du Portugal se confond avec celle de la péninsule ibérique. Pourtant, dès la protohistoire, apparaissent des caractéristiques, qui vont amener le pouvoir romain et ses successeurs à distinguer les populations locales, à les répertorier avant de créer différentes divisions administratives. Les plus anciennes traces de présence humaine au Portugal datent du Paléolithique, autour de 500 000 ans avant notre ère. Elles témoignent de l'existence de populations nomades, vivant principalement de cueillette. C'est ensuite le règne de l'homme de Néandertal, entre 200 000 et 28 000 ans, nomade, qui perfectionne l'art de la chasse et dont la culture se développe dans toute la péninsule. Sur le futur territoire portugais, ces populations se concentraient dans deux régions, la première, entre l'Estrémadure et l'Alentejo, l'autre au nord du Douro. L'homme de Néandertal trouve l'un de ses ultimes refuges dans le territoire de l'actuel Portugal, avant d'être remplacé progressivement par l'Homo sapiens, 40 000 ans avant notre ère. Le Paléolithique supérieur a laissé de nombreux témoignages de ces sociétés, tels que les peintures et les gravures rupestres des grottes d'Escurral, Alentejo, ou de Mazuco, Trás-os-Montes. Mais les gravures les plus importantes restent celles de Vallée de Coa, située en plein air et vieille de plus de 20 000 ans. La majorité de ces traces se trouvent en Estrémadure, dans la vallée du Tage et au nord du Douro. L'Asturien, culture épipaléolithique, s'étend jusqu'au nord du Portugal depuis la Cantabrie. Au VIe millénaire avant Jésus-Christ, l'Andalousie voit l'arrivée des premiers agriculteurs d'ascendance anatolienne puis le sud du Portugal, où dès le début de la période néolithique, les premiers dolmens sont construits aux environs de -4800. Ce sont peut-être d'ailleurs les premiers du genre. C'est à cette époque, entre 4000 et 2000 avant Jésus-Christ, que les terres correspondant au Portugal et à la Galice, voient se développer une culture originale par rapport au reste de la péninsule. La culture mégalithique se caractérise par son architecture funéraire et religieuse particulière, et par la pratique de l'inhumation collective. On peut encore trouver dans le pays, de nombreuses traces de ces réalisations, même si la plupart sont concentrées dans l'Alentejo. Le cromlech des Almendres près d'Evora, le plus important alignement de menhirs d'Europe, ceux de Valle Maria do Meio ou de Portela de Mogos, ainsi que le dolmen de Zambureiro. La culture campaniforme touche l'ensemble de la péninsule ibérique. Les vases campaniformes les plus anciens, datés de 2900 à 2500 avant Jésus-Christ, ont été retrouvés dans le sud du Portugal, en particulier, à Zambural et Vila Nova de São Pedro. Durant plus de 4 siècles, leur production s'est développée en un style dit campaniforme maritime, dans la basse vallée du Tage, zone qui fut un des principaux foyers du mégalithisme dès le 5e millénaire. Les premières communautés urbaines font leur apparition autour de 2600 avant Jésus-Christ, avec les constructions fortifiées perchées sur des collines, Castello Velho. La culture campaniforme voit un remplacement important de la population ancienne, entre 2500 à 2000 avant Jésus-Christ avant notre ère, avec l'arrivée des populations d'ascendance stépique venues d'Europe centrale. L'ascendance issue de la steppe pontique caspienne, ascendance stépique, apparaît dans toute la péninsule ibérique, mais avec moins d'impact au sud. Ces nouvelles populations coexistent avec des populations locales sans ascendance stépique, ces groupes vivant à proximité. Ils vont se mélanger pour former la population de l'âge du bronze, après 2000 ans avant notre ère. L'économie de subsistance est basée sur l'agro-silvopastoralisme, les animaux domestiques incluant le porc, le mouton, la chèvre et le bœuf. La pêche fluviale est documentée par une fréquence élevée de poids de filets sur certains sites. Le campaniforme se distingue de la période précédente, par la métallurgie du cuivre arsenier absente auparavant, et par l'intégration de certains établissements dans les réseaux d'échanges régionaux, telle la route du sel marin du Guadiana suggérée par la présence de coquilles d'estuaires marins, à l'échelle suprarégionale. Sous l'âge du bronze, si la péninsule est dominée par un même type humain, on ne retrouve pas moins la division nord-sud sur le territoire portugais. L'âge du bronze puis l'âge du fer voit se développer des contacts maritimes, entre le littoral atlantique et celui de la Bretagne et des îles britanniques, alors que le sud de la péninsule entretient des liens commerciaux avec la Méditerranée. Des Grecs et des Phéniciens ainsi que leurs descendants carthaginois, y installent de petits comptoirs commerciaux semi-permanents. Le moteur de ce commerce est la richesse de la péninsule en métaux, or, argent, fer,
cuivre et étain, qui permet l'essor de la métallurgie dans la péninsule. Les Phéniciens introduisent la culture du vin et de l'huile d'olive dans la péninsule, y développent la pratique de la pêche. Certains historiens ont avancé qu'ils auraient fondé Lisbonne autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Les Grecs laissèrent aussi quelques traces. La légende veut même que ce soit Ulysse qui ait donné son nom à Lisbonne. En réalité, seul le site d'Abule, près d'Alcácer do Sal, demeure incontestable. Ces peuples, comme plus tard, l'arrivée des Romains et des musulmans contribuèrent certainement au caractère méditerranéen du pays. L'arrivée dans la péninsule de peuples indo-européens, probablement d'origine pré-celtique, entre 800 et 400 avant Jésus-Christ va fortement marquer l'intérieur des terres. Très vite, ces populations vont être coupées de leurs cousins continentaux et acquérir des caractéristiques propres, en se mêlant aux peuples autochtones. Leur alliance avec les Ibères donnera naissance aux Celtibères. On trouve également les Tartessiens, qui occupent l'est et le sud de la péninsule, autour du Guadalquivir. Cette puissante civilisation, fortement influencée par les Phéniciens et les Grecs avec qui ils font commerce de bronze et d'argent, régnera longtemps sur la péninsule, et ne disparaîtra qu'avec l'arrivée des Carthaginois en 235 avant Jésus-Christ, puis des Romains. La culture des Celtibères, Celtici et Galaeci, et celle des Lusitaniens, composants du groupe celtibère, les moins celtisés, reste la mieux connue. Ils vivent regroupés en petits noyaux de population isolés, établis sur les hauteurs avec des habitations circulaires, les castros, et pratiquent l'agriculture et l'élevage. Chaque maison, 150 environ, est défendue par une enceinte, comme on peut en voir dans la Citania de Briteiros. On trouve aussi dans ces regroupements, un édifice funéraire. On voit apparaître une différenciation sociale, avec des chefs locaux et une élite de chevaliers. Ils vivent, en général, autour des montagnes et ne s'intéressent pas à la mer. Comme ils maîtrisent le fer, le travail de la terre devient plus efficace, les cueillettes augmentent, améliorant par là même les conditions de vie et la démographie. Les Lusitaniens, souvent considérés comme les ancêtres des Portugais, ne seraient en fait qu'une des composantes du futur Portugal. Possédant déjà une langue différente, ils s'émancipent peu à peu de la culture celte, et s'étendent vers l'Estrémadure. Les Carthaginois débarquent dans la péninsule au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et en occupent la moitié sud ainsi que le nord de l'Afrique. Ils sont attirés par ses ressources minières et agricoles, mais aussi par la réputation des guerriers ibères, un atout précieux face à Rome. Ils soumettent plusieurs tribus lusitaniennes, et fondent Osonoba, Faro, et Portus Annibalis, Portimao ou Alvor. À leur arrivée, les Romains ont répertorié et classifié ces peuples, avant de se décider à diviser administrativement la péninsule, en tenant compte de leurs différences. Sur le futur territoire portugais, ils distinguent trois groupes principaux, au centre les Lusitaniens, à l'ouest les Celtibères proprement dits, et au nord-ouest les Galécis. Cette division atteste à nouveau, d'une différence entre le nord et le sud du territoire. On peut dire en somme, que la péninsule est le point de rencontre de populations venues d'horizons différents, Europe du Nord, Afrique et Méditerranée, sur lesquelles va venir se greffer la culture romaine. Se rendant compte de l'importance stratégique de la péninsule ibérique dans le conflit qui l'oppose à Carthage, Rome décide de s'en emparer, et d'en expulser les Carthaginois qui les avaient précédés. Vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, à l'occasion de la Deuxième Guerre punique, entre 218 et 201 avant Jésus-Christ, Rome envahit la péninsule. L'objectif des troupes romaines des Scipions est alors de prendre les troupes carthaginoises à revers, et surtout de les empêcher d'y préparer un assaut sur Rome. Ainsi, les Carthaginois sont expulsés. Les Romains tentent d'abord de rallier les tribus celtibères. Ils durent faire face à une résistance de la part des Lusitaniens, qui se solda par une occupation militaire du territoire, destinée à y maintenir l'ordre et à assurer l'exploitation des ressources naturelles. Cette occupation apportera sa contribution à la composition ethnique de la population portugaise moderne. La civilisation romaine imprégnera d'autant plus fortement le futur Portugal, que la résistance aux troupes romaines y sera particulièrement intense de la part des Lusitaniens. En 197 avant Jésus-Christ, le territoire de la péninsule occupé par les Romains est divisé en deux provinces, l'Hispanie citérieure et l'Hispanie ultérieure. La pacification du reste de la péninsule se révèle pourtant difficile.
Les Turdétans au sud et les Lusitaniens à l'ouest se rebellent régulièrement, infligeant de sérieuses défaites aux Romains et les obligeant à renforcer leurs troupes. Guerre lusitanienne, 155 à 139. En 147 avant Jésus-Christ, le Lusitanien Viriathus prend la tête de la résistance. Considérant les Lusitaniens comme leurs ancêtres, Viriathus est devenu pour les Portugais, le symbole de la première résistance nationale et de volonté d'indépendance. Il mène une guérilla contre les troupes de Rome, mais des dissensions internes ont raison de l'unité lusitanienne. Viriathus meurt assassiné par l'un des siens, en 139 avant Jésus-Christ. En 133 avant Jésus-Christ, Rome soumet définitivement la péninsule et met fin à la civilisation castrale, en contraignant la population à s'installer dans les plaines pour faciliter son unification. Cette politique est à l'origine des villes de Braga, Bracara Augusta, Chaves, Aquae Flavia, ou Beja, Pax Iulia. Pendant la dictature de Sylla à Rome, l'aristocratie péninsulaire se rebelle et demande le soutien du général romain dissident, Sertorius. Celui-ci repousse les troupes de Sylla, et envisage d'installer une république indépendante dans la péninsule, et d'en civiliser les populations. Il crée ainsi un sénat, et surtout une école chargée d'éduquer les fils de bonne famille pour former une élite. Cet épisode sans lendemain révèle pourtant un certain esprit d'indépendance de la part de ces populations. Le territoire est pacifié et colonisé par Jules César, autour de 60 avant Jésus-Christ. Le futur Portugal va être fortement marqué par cette nouvelle présence. En l'an 13, sous le règne d'Auguste, est réalisé un nouveau découpage du territoire. L'Hispanie ultérieure est divisée en Lusitanie et Bétique, séparées par le fleuve Guadiana. Un autre découpage en l'an 286, sous le règne de Dioclétien, donne naissance à de nouvelles provinces, dont la Galétia, au nord du fleuve Douro. Les frontières du futur Portugal seront plus ou moins calquées sur celles des conventis romains, appartenant aux provinces de la Lusitanie et de la Galétia. On peut penser que ces divisions correspondaient à des tribus, des villages différents, ou du moins, à des réalités sociales différentes. De nombreuses villes sont fondées, Bracara Augusta, Braga, Scalabis, Santarém, Pax Julia, Beja. Les principaux axes routiers actuels ont leur origine dans les voies romaines. Une variante populaire du latin vulgaire, le galaïco-portugais, devient la langue dominante de la région et remplace tous les dialectes parlés auparavant, créant ainsi une certaine unité. Les Romains introduisent l'écriture, les écoles, de nombreuses notions scientifiques et la propriété privée alors inconnue. Ils diffusent leurs mœurs et leur culture, imposent un découpage administratif et une organisation sociale héréditaire avec des seigneurs et des serfs. Dans la culture romaine, le travail est considéré comme dégradant, un noble ne travaille donc pas. Les Romains développent la culture des céréales, de la pêche, la production de vin et de sel. Cette occupation modifie le paysage architectural et donne son visage méditerranéen au pays, avec par exemple le temple de Diane d'Évora, le forum d'Auguste ainsi que de nombreux amphithéâtres, temples et thermes. Autour du 5e siècle, des peuples, pour la plupart d'origine germanique, fuient les Huns et arrivent dans la péninsule ibérique au sein d'un empire romain déclinant, qui a besoin d'eux comme fédérati. Si ces nouveaux arrivants ont peu d'influence sur la langue, la plupart d'entre eux étant romanisés, et sur l'organisation du territoire, puisqu'ils respectent les provinces existantes, ils auront tendance à accentuer l'originalité des populations du futur Portugal. Les premiers sont les Alains, originaires du Caucase. Ce peuple iranien s'installe en 409 en Lusitanie, sous l'autorité de Rome, et y reste jusqu'en 416, avant d'être dispersé ou partiellement intégré par les Visigoths à la solde de Rome. En 418, les Visigoths sont envoyés pour remettre au pas les Vandales, installés en Bétique depuis 411 mais pillant les régions alentours. Repoussés par les Visigoths, les Vandales, et une partie des Alains, finissent par s'établir en Afrique du Nord en 429. Les Suèves et les Visigoths occupent ce qui est aujourd'hui le territoire portugais. Arrivés vers 419, les Suèves, qui ont aussi laissé leur nom à la Souabe, s'établissent en Galétia et y fondent un royaume, à l'origine du futur royaume de Galice et incluant le futur comté du Portugal. C'est un peuple rural, autonome et païen, ne se mêlant initialement pas aux Romains. Le premier roi suève, Herméric prête serment à Rome. Très vite, les Suèves essaient de s'étendre,
S'ils réussissent à s'imposer au détriment des Alains et des Vandales, ils échouent face aux Wisigoths en 418. Les Suèves prennent Braga comme capitale, et se convertissent au christianisme nicéen une première fois en 448, à l'initiative de Rechier. Les Suèves se démarquent ainsi des Wisigoths, adeptes de l'autre forme du christianisme, l'arianisme. Le nord du Portugal devient dès cette époque, un pôle religieux important. Rechier devient le premier roi européen chrétien à frapper sa propre monnaie. Devant la puissance des Wisigoths, les Suèves tentent une alliance avec eux en 449, mais victimes de leur stratégie expansionniste, ils subissent une défaite définitive à Bracara en 456. Le royaume suève est divisé, puis réunifié en 464. C'est durant cette période de lutte entre royaumes suèves, que Coimbra est détruite. Les Suèves se convertissent à l'arianisme en 466, avant de revenir au christianisme nicéen en 558, grâce à l'action de l'évêque Martin de Braga. S'ils conservent l'organisation territoriale antérieure, les Suèves seraient à l'origine de l'organisation ecclésiastique du futur pays. Avec Braga comme capitale, ils ont participé à la création d'un nouveau pôle politique et religieux dans la péninsule. Initialement envoyés par Rome comme fédérati, les Wisigoths finissent par dominer la péninsule en 576 et mettre fin au royaume suève en décomposition en 585. Tolède devient la capitale de la péninsule wisigothe. La conversion en 589 du roi wisigoth Récared Ier au christianisme nicéen, lui permet de faire accepter son autorité sur l'ensemble des peuples de la péninsule, car cette forme orthodoxe de christianisme s'impose et tend à unifier les populations ibéro-romaines et germaniques. En même temps, la société se féodalise et les luttes internes à la noblesse germanique s'intensifient et fragilisent le pouvoir royal. Les Juifs sont persécutés et même réduits en esclavage. L'expansion musulmane commence à affecter le pouvoir wisigoth. On trouve des vestiges de la présence germanique dans la zone du Minho et de la Beira Baixa, chapelle de São Frutuoso de Montelios, basilique d'Egitania, aujourd'hui Idania à Vela. Au début du 8e siècle, la péninsule ibérique est envahie par les Maures venus d'Afrique du Nord, récemment convertis à la toute nouvelle religion, l'islam. Ils débarquent dans le sud en 711, commandés par Tariq ibn Ziyad à la tête de 7000 hommes, remportent la bataille du Guadalete face aux Wisigoths de Roderick. À l'origine de cette bataille, il y a la crise de succession qui divise la noblesse wisigothe. Le gouverneur romain de Ceuta qui résistait encore aux Maures, s'oppose à l'accession au trône de Roderick qui avait abusé de sa fille, et les Maures, après une première incursion en 710, décident de profiter de la division des chrétiens. Ce qui n'était au début qu'une simple razzia se transforme alors en invasion. Dès 715, toute la péninsule, à l'exception des Asturies où se réfugient des seigneurs wisigoths, est contrôlée, avec une présence musulmane d'environ 500 000 personnes, essentiellement concentrées autour de Cordoue et de Grenade. Abd al-Aziz ibn Musa bin Nuzair épouse la veuve de Roderick, revendiquant ainsi la continuité du pouvoir wisigoth. Dès lors, le mot Galice désigne le royaume resté aux mains des chrétiens, tandis que le nom Espagne désigne la partie de la péninsule tenue par les musulmans. Cette partie intègre ainsi le califat des Omeyyades qui s'étend jusqu'à l'Indus. Cet empire mêle musulmans, juifs et chrétiens. Les musulmans seront d'autant plus tolérants envers les autres religions, que leurs fidèles seront sujets à des taxes plus élevées, Karaj, tandis que les convertis en seront exemptés. Cette tolérance trouve toutefois ses limites dans l'obligation d'être totalement soumis aux règles des envahisseurs, et de porter les signes distinctifs de non-appartenance à l'islam. Cette occupation de 5 siècles laisse une trace dans les régions concernées, dans la langue, et la toponymie, notamment repérable par le préfixe al, l'agriculture, le commerce et les mœurs. Beaucoup de chrétiens adoptent les mœurs maures tout en gardant leur religion, les mozarabes. D'autres se convertissent à l'islam, les mulédises. Cette influence marque surtout le sud du pays où la présence musulmane s'étend sur 5 siècles, et où les Berbères n'hésitèrent pas à se mêler à la population chrétienne. Beaucoup resteront dans la péninsule après la reconquête. Les Moudéjars. Au nord du pays, reconquis dès le IXe siècle, elle laisse peu de traces. Les Maures conservent les divisions administratives préexistantes. Ils nomment le pays, Al-Andalus, et son occident, Rarb al-Andalus,
l'ouest d'Al-Andalus, soit le sud et le centre du Portugal. Les divisions ne tardent pas à opposer les différents chefs de guerre musulmans. Cela va faciliter la lutte de cette poignée de religieux et de nobles wisigoths, ayant perdu leurs terres lors de cette invasion. Réfugiés dans les montagnes du nord, plus difficiles d'accès, ils s'unissent sous la bannière du royaume asturien pour reprendre les biens qu'ils avaient eux-mêmes pris aux autochtones. Les premières contre-attaques chrétiennes se manifestent dès 718. Pélage le Conquérant, un seigneur de Galice, sera le premier à s'imposer face aux Maures. Après avoir été détenu en otage comme garantie de la soumission des Asturies, il s'évade et organise la révolte. En 722, il remporte la bataille de Covadonga, et se fait acclamer roi des Asturies. En 737, il occupe la Galice et transmet son pouvoir à son fils. Dès lors, le calife de Cordoue engage la lutte pour soumettre ce royaume chrétien. En réalité, jusqu'au XIe siècle et l'appel à la croisade, la lutte entre chrétiens et musulmans dans la péninsule ressemble moins à une guerre qu'à une suite de pillages. En 750, à Damas, la dynastie omeyyade est remplacée par celle des Abbassides. Abd al-Rahman Ier, dernier survivant des Omeyyades de Damas, échappe au massacre de sa famille par les Abbassides et se réfugie en Andalousie, en 759. Il contribue ainsi au maintien d'une branche des Omeyyades, en fondant sur la péninsule le premier État musulman totalement indépendant du califat islamique, l'émirat de Cordoue. Celui-ci se transforme avec Abd al-Rahman III, en califat de Cordoue. Les premières victoires chrétiennes inaugurent pourtant une reconquête de la péninsule en direction du sud, qui prendra le nom de Reconquista. Celle-ci ne s'achèvera définitivement que 5 siècles plus tard, en 1492. Bénéficiant de la chute du califat de Cordoue en 1031, la Reconquista portugaise, elle, sera réalisée dès 1249. Elle va être fondatrice de l'identité nationale du pays. Sous le règne d'Alphonse Ier, gendre de Pélage le Conquérant, les seigneurs des Asturies tentent de poursuivre leur avancée vers le sud aux mains des musulmans. La Galice devient le théâtre pendant plusieurs années, de combats entre chrétiens et musulmans. Des deux côtés, on mène une politique de la terre brûlée. Le royaume des Asturies qui s'est étendu prend alors le nom de royaume de Léon. Il compte bientôt 4 divisions, les Asturies, le Léon, la Castille et la Galice. Chacune est dirigée par un comte ou un duc. Au fur et à mesure des conquêtes, les terres sont divisées en comtés ou en duchés, puis repeuplées par des transferts de population. Un certain Vimara père est envoyé reprendre la vallée du Douro. En 868, Portugal et Braga sont reprises. À partir du IXe siècle, le sud de la Galice forme ainsi un comté dynamique autour de sa métropole religieuse, Braga, et de son port, situé à l'embouchure du Douro, Portucalem, littéralement le port de Cal, association de Portus, futur Porto, et de Calem futur Villa Nova de Gaïa. Le territoire, confié à l'autorité d'un comte, prend bientôt le nom de Terra Portucalensis, pays de Portugal. La noblesse qui s'y installe, fonde le Condado Portucalens. Vimara père devient le premier comte de Portugal, titre qu'il transmet ensuite à ses enfants, créant ainsi une dynastie, qui jouira d'une certaine autonomie. Elle sera suivie de la dynastie des Mendes, fondée par Mumadona Dias et son époux Hermenegildo Gonçalves. Cette dynastie qui dure jusqu'en 1071, fonde le comté de Coimbra après la reconquête de cette ville en 871, victoire de courte durée, puisque les Maures reviennent bientôt s'installer sur les rives du Douro. En 932, Tolède tombe aux mains des Omeyyades. La paix et la prospérité s'installent pendant quelques années dans la péninsule. La guerre sainte reprend en 980, menée par Almanzor, de nombreux raids sont lancés, et les non-convertis persécutés se réfugient au nord de la péninsule. En 997, Saint-Jacques-de-Compostelle est prise. La disparition d'Almanzor précède pourtant la fin du califat. À partir de 1031, celui-ci se divise en plusieurs royaumes musulmans indépendants politiquement, les taïfas. Ceux-ci nouent des relations avec les royaumes chrétiens. Les terres conquises par les chrétiens sont parfois occupées par des familles sans titre nobiliaire, afin de les défendre et de les faire prospérer. Au gré de ces conquêtes qui s'étendent parfois au sud du Douro, leur pouvoir dépasse parfois celui des anciennes familles portucalenses. Certains de leurs chefs sont alors nommés gouverneurs de ces terres,
les rois catholiques s'appuyant sur eux pour fragiliser le pouvoir comtal. C'est le cas de Ferdinand Ier de Castille. En 1057, Lamego est reprise, suivie de Viseu en 1058, et Coimbra en 1064. Avec la bataille de Pedroso en 1071, le roi s'appuie sur ces rébellions pour renverser la dynastie comtale de Condado Portucalens. Après la chute de la dynastie des Mendes, ce sont ces familles qui dominent le comté portucalens. Cette nouvelle noblesse sera elle aussi porteuse d'un sentiment d'autonomie fort. Un nouvel élan est donné à l'idée d'unifier la péninsule avec la prise de Tolède en 1085, ainsi que Lisbonne et Santarém, par le nouveau roi catholique, Alphonse VI de Castille. Il aura profité pour cela du morcellement du califat de Cordoue en petit royaume, Taïfa. Il bénéficiera aussi de l'arrivée de chevaliers étrangers, répondant à l'appel à la lutte contre les infidèles. Il subit néanmoins une sévère défaite contre les Almoravides, à la bataille de Sagraras en 1086. En effet, dès 1086, pour contrer la menace chrétienne, les taïfas de Badajoz et de Séville font appel aux Almoravides. Ceux-ci parviennent à unir le territoire musulman en 1094. Les Castillans sont repoussés au nord du Tage. En 1095, Urbain II lance la première croisade pour libérer les lieux saints, et surtout réagir à la menace que représentent les Turcs récemment convertis à l'islam. Déjà, la réforme grégorienne appelle à s'unir pour lutter contre toutes les croyances que l'Église de Rome considère comme païennes quand elles ne sont pas chrétiennes, et hérétiques quand elles ne sont pas catholiques. Très vite, les Almoravides occupent Cordoue et Séville, poussant le gouverneur de Badajoz à demander l'aide du Léon catholique en échange de villes comme Lisbonne, Santarém et Sintra. Après 1121, la politique almoravide se faisant moins tolérante, oblige de nombreux Mozarabes à passer au nord, en terre chrétienne. Face à la menace almoravide, Alphonse VI de Castille et de Léon annexe la Galice et le comté de Portugal, unifiant ainsi les royaumes chrétiens. Marié à Constance de Bourgogne, le roi catholique fait appel à sa belle famille bourguignonne pour l'aider à reconquérir le reste de la péninsule. Le duc de Bourgogne accompagné du frère de sa femme, Raymond, tous deux descendants de Hugues Capet participent à cette reconquête. En remerciement et pour consolider ses liens avec les autres monarchies, Alphonse VI marie sa fille unique Urraque à Raymond, faisant de lui son successeur en 1091. Il lui confie le gouvernement de la Galice en 1093. Raymond étend largement ce territoire vers le sud. Une fois reprise, Alphonse VI décide de diviser les terres conquises, et d'en confier la partie située au sud du Minho, comprenant les comtés de Portugal et de Coimbra à Henri de Bourgogne, marié à sa fille illégitime, Thérèse. Comme son beau-frère, ce chevalier est issu de la famille royale de France, et fait partie d'une noblesse en quête de terre et de prestige. Engagés dans la lutte contre les infidèles, ils répondent favorablement à l'appel du roi catholique. Henri installe sa cour près de Braga, à Guimarães, considéré depuis comme berceau du Portugal. Bien que vassal d'Alphonse VI, son mariage lui permet une certaine autonomie. Il poursuit la reconquête jusqu'au fleuve Mondego. Des circonstances particulières vont permettre à Henri de prendre son indépendance, en premier lieu, la mort du roi Alphonse VI en 1109 précédée de celle de Sancho, son fils illégitime et héritier désigné en 1108. Raymond tentera bien de faire valoir ses droits sur la couronne, avant de mourir lui aussi, en 1107. C'est donc sa veuve, Urraque I de Castille, qui monte sur le trône. Elle se remarie. Or, le testament prévoyait que son fils monterait sur le trône en cas de remariage. Malgré son jeune âge, certains vassaux exigent l'application du testament, espérant bien profiter d'une plus grande liberté. La contestation plonge les royaumes chrétiens dans un climat de guerre civile, qui ne cessera qu'à la mort de Urraque en 1126. Henri refuse, quant à lui, de départager les deux parties, tout en cessant de prêter l'hommage du vassal à sa reine. Il affirme ainsi son indépendance. À sa mort en 1112, sa veuve, Thérèse de Léon, tente de poursuivre cette politique d'indépendance. Mais Urraque et son fils Alphonse VII sauront lui rappeler son statut de vassal, en utilisant parfois la force, en 1115 à Oviedo, puis en 1121 et 1127. Cela n'empêcha pas Thérèse de réclamer la Galice en héritage pour agrandir son territoire. Dans ce but, elle se rapprocha de la noblesse de ce royaume, par l'intermédiaire de son favori,
le comte Fernando Pérez de Trava. Cela provoqua le mécontentement de la noblesse portugaise et de l'archevêque de Braga. Les opposants se regroupèrent autour du fils de Thérèse, Afonso Henriques, né à Guimarães, qu'elle espérait pouvoir manipuler plus facilement. Celui-ci prit la tête de la révolte contre sa mère. Avec la bataille de São Mamédé en 1128, il obtint la victoire contre ses partisans, l'obligeant à se réfugier en Galice. Cette victoire consacra la prise de pouvoir d'Afonso Henriques. Entré à son tour en conflit avec Alphonse VII, qui tente de poursuivre l'unification entamée par ses parents, Afonso Henriques finit par lui jurer loyauté, en échange de la reconnaissance de son autorité sur le comté, avec le traité de Tui en 1137. Grâce à son habileté politique et guerrière, Afonso Henriques va réussir là où d'autres comtés avaient échoué, en obtenant son indépendance. Il bénéficia pour cela de la faiblesse nobiliaire du comté portugais, et de la division des royaumes chrétiens. En cherchant à étendre son territoire vers le sud, Afonso Henriques va marquer un point décisif dans la lutte vers l'indépendance. En 1139, face aux musulmans, il remporte une victoire qui symbolisera pour le pays le début de l'indépendance, la bataille d'Ourique. La légende veut que le Christ lui soit apparu pendant le combat. Il se fait proclamer roi par ses troupes sur le champ de bataille. Malgré les protestations de Raymond et les hésitations du pape qui cherche à éviter les divisions parmi les royaumes chrétiens, la situation d'Afonso Henriques est officialisée par le traité de Zamora en 1143. Alphonse VII de Castille, sous la pression du pape, reconnaît le royaume du Portugal et son roi Alphonse Ier. Cette date est depuis considérée comme la date de fondation du Portugal. Les frontières du pays ne dépassent pas Coimbra à l'époque. Une fois son titre de roi reconnu, Alphonse Ier continue avec succès la lutte contre les Maures. Il bénéficie pour cela des divisions de la monarchie catholique, mais aussi du déclin de l'empire almoravide qui se morcelle au sud de la péninsule. On assiste bien à un bref retour des taïfas, mais il y a un répit de plusieurs années avant que les Almohades ne décident de reprendre le contrôle de la péninsule. Alphonse Ier bénéficie aussi du soutien des croisés, se rendant en Palestine et faisant escale sur ses côtes. Ainsi, en se tournant vers le littoral, le pays affirme, là encore sa différence. Sans parler encore d'indépendance portugaise, l'autorité royale se voit renforcée, grâce à la conjonction de plusieurs facteurs. La longévité d'Alphonse Ier et ses nombreuses victoires militaires qu'il impose face à une noblesse affaiblie. En effet, sur ces nouveaux territoires conquis, la monarchie favorisa les concelhos, communautés dont la seigneurie est exercée par les habitants, mais aussi les ordres religieux et militaires qui contribuèrent au succès de cette reconquête. Chaque ordre se vit attribuer les terres reconquises au-delà du Mondego, l'ordre de Santiago à Alcácer do Sal, Almada et Palmela, l'ordre du Temple à Tomar, celui de l'hôpital dans la Beira Baixa, l'ordre cistercien à Alcobaça, l'ordre des bénédictins dans le nord. Ils avaient pour mission d'occuper ces terres, de les défendre, mais aussi de les dynamiser, de les mettre en valeur et d'y attirer une population restée méfiante, méfiance qui transparaît dans le caractère défensif de l'architecture romane. Cette époque correspond ainsi, à une période de fondation et de développement des villes et du commerce qui accompagne les croisades. Si la petite exploitation reste une caractéristique du nord, restée aux mains des seigneurs, le sud du pays sera celui des grands domaines exploités par les ordres et les concelhos, attachés à leur indépendance. Cette opposition nord-sud subsiste encore aujourd'hui. Accroître son pouvoir passe également, pour Alphonse Ier, par une politique d'alliance matrimoniale. Il épouse en 1146, Mathilde de Savoie, de la maison de Bourgogne. Il s'évertue ensuite à placer ses nombreux enfants, légitimes et illégitimes, dans toutes les cours d'Europe, accroissant d'autant son patrimoine. Le 15 mars 1147, Alphonse Ier, avec l'aide des Templiers, reprend la ville de Santarém, cité stratégique dotée d'un château réputé imprenable. Le 25 octobre 1147, est prise la ville de Lisbonne, importante source d'approvisionnement. Lors de cette bataille, il avait l'appui de croisés en route pour la Terre Sainte. Dès lors, la voie est ouverte pour conquérir l'Alentejo. Bientôt tombent les cités d'Alcácer do Sal en 1158, de Beja en 1162 et d'Evora en 1165. L'Alentejo est conquis en 1168.
Les Templiers installent leur siège à Tomar en 1160, faisant de ce monastère une base pour sécuriser et repeupler les terres alentours, tandis que l'ordre de l'Hôpital s'installe dans la région de Beira Baixa. L'ordre d'Aviz occupe la rive gauche du Tage. L'ordre de Santiago, en première ligne face aux morts, s'assurant un rôle primordial dans la défense des frontières sud. Par la suite, ces deux ordres sont à l'origine de l'expansion maritime portugaise. Alphonse Ier s'affirme définitivement face au royaume voisin de Castille et Léon, plongé dans des querelles successorales, après la mort d'Alphonse VII en 1157 et la division de ses possessions en deux royaumes. L'aîné des fils reçoit la Castille tandis que l'autre reçoit le Léon et la Galice. Il n'est donc plus question pour Alphonse Ier de se reconnaître comme vassal. En 1169, sur le point de se faire devancer par Alphonse Ier, pour la prise de Badajoz, Ferdinand II de Léon, qui en réclame la possession, intervient aux côtés des Almohades pour l'en empêcher. Alphonse Ier subit une défaite. Il est capturé, et une blessure à la jambe l'oblige dès lors à associer son successeur désigné, Sancho à son projet de reconquête. À l'indépendance politique, s'ajoute bientôt l'indépendance religieuse lorsque Braga devient archevêché. Le pays s'émancipe ainsi de la primatie de Tolède en vigueur depuis le règne des Visigoths. Bien que ces changements renforcent l'indépendance du royaume, celui-ci ne fut officiellement reconnu par le pape Alexandre III qu'en 1179, le Saint-Siège qui privilégiait l'unité chrétienne face aux morts. Dès lors, Alphonse Ier se reconnut vassal de la papauté. Ce ne fut qu'alors qu'il obtint le droit officiel de conquérir pour son propre compte, les terres aux mains des morts. À partir de 1172, les Almohades opèrent une contre-offensive qui surprend les royaumes chrétiens. Ils parviennent à unir le Maroc, l'Afrique du Nord et l'Espagne musulmane. L'appel du pape à la croisade contre eux va permettre cette fois l'unité nécessaire au royaume chrétien pour remporter plusieurs batailles. La reconquête devient une mission sacrée au même titre que la défense des lieux saints. La résistance est menée par Sancho, qui alterne d'abord victoire et défaite. Le siège de Santarém, mené par la puissante armée de Youssouf Ier est brisé, le 28 juin 1184, victoire qui participa au mythe des origines du Portugal. Alphonse Ier meurt en 1185. La reconquête est achevée par ses successeurs. Sanche Ier poursuit son combat. Il cherche à centraliser le pouvoir, luttant contre les privilèges de l'Église et favorisant les ordres religieux. Les Maures profitent un moment des dissensions entre les royaumes chrétiens, pour se renforcer en Algarve et même reprendre de nombreux territoires dont Alcácer do Sal. Le 3 septembre 1189, profitant du passage de croisés, Sanche Ier s'empare de Silves. Mais l'offensive maure, menée par Yaqub al-Mansour, reprend dès l'année suivante, les amenant jusqu'aux rives du Tage. Alcácer do Sal tombe le 10 juin 1191, suivi de Palmela et de Silves le 20 juillet 1191, obligeant Sanche Ier à conclure une trêve de 5 ans avec le calife almohade. De nouveaux conflits, entre les rois catholiques repoussent alors la contre-offensive chrétienne. Il fallut attendre 1211 et l'intervention du pape Innocent III, pour que celle-ci reprenne. Désormais l'union prévalut. Elle amena le Portugal et la France à intervenir aux côtés d'Alphonse VIII de Castille, pour vaincre les morts lors de la bataille de l'Anavaz de Tolosa le 16 juillet 1212. Cette bataille décisive marqua un coup d'arrêt à l'avancée maure. Elle fut suivie de la prise de Cordoue en 1236. Le territoire musulman se réduisit bientôt au royaume de Grenade, et ce jusqu'en 1492. C'est également au successeur de Sanche Ier que l'on doit la reprise définitive d'Alcácer do Sal en 1217, Alphonse II. Sous son règne, apparaissent les premières lois écrites. Il est le premier à réunir des Cortes, premier pas vers la fin du système féodal et vers la centralisation du pouvoir. Il décide de s'attaquer aux abus, et fait vérifier tous les titres de propriété des seigneurs, inquirisus. Les ordres militaires et les seigneurs, de plus en plus puissants, étaient devenus une menace pour le pouvoir royal. Il en ressort légitimé. Par ailleurs, le roi refuse d'appliquer au Portugal le décret du pape sur la confiscation des biens des infidèles, considérant cela comme une intrusion de l'Église dans les affaires de la monarchie. Cela lui vaut d'être excommunié. Son successeur, Sanche II bénéficie de l'aide des ordres militaires pour conquérir de nouveaux territoires en Alentejo,
Elvas et Juromena sont prises en 1229, Moura et Serpa en 1232, Aljustrel en 1234. Il y entame une politique de repeuplement. Cette avancée bénéficie du soutien actif du pape Grégoire IX, qui lie la reconquête de la péninsule aux croisades. Le 21 octobre 1234, la bulle papale Cupientes Christicola concède l'indulgence à tous ceux qui aideront le Portugal dans sa lutte. Cela permet la prise de Mertola en 1240 puis de Tavira en 1242, avec l'aide des chevaliers de l'ordre de Santiago. Ne restait plus qu'à conquérir une partie de l'Algarve pour parachever la reconquête portugaise. Certains seigneurs profitent de cette même bulle papale pour échapper à l'autorité royale. L'omniprésence du souverain à la tête de ses armées favorise d'autant une période d'anarchie. L'Église se considérant délaissée au profit des ordres militaires, cela vaut à Sanche II d'être excommunié comme son père. Son frère, Alphonse III est désigné par le pape pour le remplacer dès 1245, Sanche II doit s'exiler. Le nouveau roi s'engage à rétablir l'ordre, à respecter le pouvoir de l'Église et de la noblesse tout en pourchassant les abus. Il organise de nouvelles inquiritus jurae, afin de vérifier les titres et les privilèges accordés. Il crée des magistrats itinérants chargés de faire respecter la justice royale. Le pouvoir royal ne s'en trouve que renforcé. Ces réformes administratives finissent pourtant par contrarier les intérêts de l'Église qui cherche à l'excommunier, lui aussi en 1266. Il reprend l'Algarve en 1249, faisant ainsi de son royaume le premier État d'Europe à avoir atteint ses frontières définitives. Il transfère la capitale de Coimbra à Lisbonne, en 1255. En 1267, après un début de conflit sur le tracé des frontières, le traité de Badajoz signé entre Alphonse III et Alphonse X de Castille, fixe les frontières entre les deux royaumes. Il est légèrement remanié par le traité d'Alcañiz en 1297. Les règnes des monarques suivants de cette dynastie, Denis Ier, Alphonse IV, Pierre Ier le Justicier et Ferdinand Ier, s'accompagnent d'un important développement économique, démographique, technique, dans l'agriculture et le transport, artistique, cathédrale de Braga, de Coimbra et de Lisbonne, église des Templiers du couvent de Tomar, et intellectuelle, historiographie, enluminure, commentaire de l'Apocalypse. Ce développement est rendu possible par le butin de la reconquête et par la longue période de stabilité qui suit. Un système de recouvrement des impôts plus efficace est mis en place, encore que l'autorité royale ne soit pas toujours respectée par les seigneurs. Denis Ier se chargea d'abord de rétablir l'ordre dans le pays et de réconcilier la couronne et l'Église. En parallèle, il parvint à limiter les acquisitions du clergé. Le conflit avec son frère manqua de faire tomber plusieurs villes frontalières aux mains des Castillans. Son mariage avec Isabelle d'Aragon permit de contenir les Castillans et de parvenir à un accord. Le traité d'Alcañiz fixe définitivement les frontières entre les deux royaumes. Il s'employa aussi à repeupler ce nouveau territoire afin de le renforcer, en accordant des chartes, des privilèges aux seigneurs, en abolissant la servitude, en améliorant l'agriculture et le commerce, en renforçant les frontières. Le trésor royal en bénéficia. Beaucoup de musulmans avaient émigré pour échapper aux chrétiens, mais la grande majorité ne put faire autrement sinon rester sur place. On signa des accords avec ces moudéjars, tout en leur faisant payer un tribut et en les obligeant à résider hors des murs des villes, les murarias. Les Juifs installés au Portugal bénéficiaient déjà d'une certaine protection royale, dans leur quartier, les judiarias, de par le rôle important qu'ils jouaient dans la société de l'époque. Cela ne manquait pas de susciter des jalousies de la part des chrétiens. Ces mesures permirent pourtant de réunir sur le territoire des populations très différentes, chrétiens du nord et du sud, mozarabes, maures et juifs qui se fondent peu à peu. Les cultures galaïco-portugaises et lusitano-mozarabes se mélangent. L'installation de Français venus avec les croisades, laisse également sa marque dans la culture et l'architecture portugaise. De ce mélange naît le particularisme portugais, une population sous l'influence d'une civilisation brillante et raffinée au sud, des guerriers et des paysans à la vie rude et austère au nord, une coupure nord-sud qui persiste encore aujourd'hui dans le paysage et la mentalité. La cour s'établit à Lisbonne scellant l'union nord-sud. Une nouvelle organisation territoriale et administrative se met en place avec une tendance à la centralisation du pouvoir. Mais les différences subsistent entre les régions,
avec un régime seigneurial et une noblesse puissante au nord, de vastes domaines confiés aux ordres religieux sous autorité royale au sud, le roi plaçant des Portugais à leur tête. Le long règne de Denis Ier permet d'asseoir les institutions. Il impose le Portugal comme nation, et permet à la population de prendre conscience de son unité symbolisée par la construction du monastère d'Alcobaça, unité grâce à la langue portugaise que Denis Ier officialise, démarquant ainsi nettement le pays de la Galice, unité grâce aux ordres religieux, aux écoles et à l'université, fondée à Coimbra en 1290. Enfin, il établit les bases des futures grandes expéditions maritimes, l'ordre des Templiers, gardien des frontières est supprimé par le pape en 1319. Le roi parvint à le faire remplacer par un ordre placé sous son contrôle, l'ordre du Christ. Il s'empare ainsi de ses richesses. Cet ordre est destiné à jouer un rôle considérable dans les grandes découvertes. Déjà, le sud du pays se tourne vers le large, Lisbonne s'ouvre au commerce avec l'arrivée des Génois. Le premier traité commercial avec l'Angleterre est signé. Les côtes de l'Estrémadura, source d'approvisionnement en bois pour la construction navale, sont reboisées et défendues.